Gardien de la liberté, défenseur de l'amitié, il est le roi des lions, Shurato est son nom. Eh ben non, non, Bernard, je suis désolé, Shurato, c'est pas son nom. Écoute bien. Tu t'appelles comment? Moi? Mon prénom c'est Yenrik. Tu vois, c'est Yenrik. Bon, cela dit, pas de panique, hein. Dès l'épisode 4, il reprend son vrai nom, Shurato. Car oui, on critique souvent le doublage français, mais je trouve ça bien qu'il ait fallu seulement 3 épisodes pour que quelqu'un se rende compte que le nom de la série correspondait pas au nom du héros. Bref, suite au succès de la vidéo sur les samouraïs de l'Éternel, vous étiez plusieurs à me demander Shurato. Et donc j'ai mis mon plus beau costume de Senseiya pour m'en occuper. Ouais, il y en avait que 3 qui l'ont demandé en fait. Oui, d'accord, bon bah ça fait plus de 1, ça fait plusieurs. Donc c'était prévu hein, la vidéo Shurato, mais pas aussi vite, et j'ai dû m'y mettre sérieusement et rapidement. Troisième série d'héros en armure, Tenku Senki Shurato est sans doute la moins connue des 3. J'avais fait un petit sondage pour savoir si vous préfériez les samouraïs de l'Éternel ou Shurato, les chevaliers du Zodiaque étant hors compétition bien évidemment. Eh bien le ressenti est confirmé, ce sont les samouraïs de l'Éternel qui sont loin devant. Alors personnellement, je ne me rappelle pas avoir accroché dessus, il faut dire qu'elle va souffrir de la comparaison avec ses 2 sœurs, encore que certains la préfèrent aux samouraïs de l'Éternel, ce que je comprends parfaitement, car même si elle a des défauts, elle a aussi pas mal de qualités. Pour faire cette vidéo, je me suis rendu sur un site bourré d'informations, donc, parce que je fais des recherches profondes. Ah non, pardon, il est under construction. Bon, eh bien, pas de problème, hein, je vais devoir me débrouiller tout seul. Nous sommes en 1988 et la diffusion de Senseiya arrive sur la fin. Les samouraïs de l'Éternel sont au début de leur diffusion, et voilà qu'un petit troisième pointe le bout de son nez. En animé, puis en manga, dès 1989, porté par un studio dont je vous ai déjà parlé, Tatsunoko. Et donc, après la mythologie grecque, après le folklore japonais, le téléspectateur est invité à s'émerveiller devant la mythologie hindoue. Et il faut bien que ça s'arrête à un moment, car ils auraient fini par tous nous les faire. Imaginez, je sais pas moi, les comédiens de doublage devant les chevaliers de la mythologie aztèque. Je suis Quetzalcoatl et vous devez m'aider à affronter le terrible Huitzilopochtli. Oui, Quetzalcoatl, mais comment faire? Il est soutenu par Il se prononce comment déjà, lui, là? Tlahuizcalpantecutli. Ok, combien de fois dans l'épisode? 11 fois. Et dans la série? 317. Bon, ça va pas être possible, là. Est-ce qu'on pourrait pas l'appeler Robert, Michel ou André? Ok. Merci. Allez, on y retourne. Terrible, non? En réalité, il existe un manga autour de la mythologie aztèque, hein. Je l'ai découvert au travers de son adaptation animée au début des années 2000. Nazca, ça s'appelait. 12 épisodes où on apprend qu'un japonais est la réincarnation d'un guerrier inca, devant faire face à son prof, réincarnation d'un autre guerrier inca. Et au milieu de tout ça, il y a une japonaise, petite amie du méchant, mais en réalité la réincarnation d'une prêtresse inca qui aime le héros. Bon, c'est vrai que le Japon est la destination idéale pour une réincarnation, hein, comme souvent. Cela étant, cela a dû être apprécié par les Américains car on voit un extrait de la série dans Malcolm. Ici, là, vous voyez? Ou alors ils ont pris un truc japonais au pif et c'est tombé sur Nazca. Je sais pas. Mais revenons à nos vaches sacrées, car malgré tout, la mythologie hindoue, c'est pas la plus simple. Hein. Par conséquent, avant de vous parler du manga, de la production du dessin animé et de son arrivée en France, il me semblait pertinent de rappeler quelques principes mythologiques. La mythologie hindoue est une mythologie complexe, on l'appelle d'ailleurs la religion aux 33 millions de dieux, avec des petites différences en fonction de la région où l'on se trouve. Je vous passe les évolutions, les courants. J'essaye d'être synthétique. L'hindouisme descend d'une religion apportée en Inde au IIe siècle avant Jésus-Christ. Le védisme, dont la source vient des Védas, c'est-à-dire des textes sacrés. Védas signifiant savoir. La mythologie hindoue contemporaine repose sur la Trimurti, c'est-à-dire la trinité hindoue. Brahma, Vishnu et Shiva. 3 noms qu'on retrouve dans Shurato. Ces 3 divinités représentent respectivement la création, la préservation et la destruction. Bon, en réalité, Brahma est assez peu honoré par rapport aux 2 autres. Vishnu dispose de nombreux avatars, pas moins de 10, notamment Krishna, qui doit évoquer quelque chose chez vous, ou encore Bouddha, qui vous parle aussi. Et il a pour monture Garuda, le roi des oiseaux. Shiva a également plusieurs représentations, l'un de ses fils est Ganesha, le dieu éléphant, et il a pour monture Nandi, le taureau blanc. Chacune de ces divinités a un parèdre, c'est-à-dire une divinité généralement féminine associée, plus vulgairement une conjointe. En hindouisme, on les appelle aussi Shakti, l'énergie féminine. Sarasvati, déesse de la connaissance, est la Shakti de Brahma. Lakshmi, retenez bien ce nom, déesse de la prospérité, est celle de Vishnu, et Parvati, sœur de Vishnu, celle de Shiva. D'ailleurs, cette dernière peut aussi avoir plusieurs formes, et notamment l'une particulièrement terrifiante,
Kali. Mais il existe d'autres dieux, comme Indra, qui est considéré comme le roi des dieux avant l'avènement de la Trimurti. La légende raconte même que pour devenir le roi, il a consommé le soma, un breuvage rituel afin de vaincre Vritra, une sorte de dragon démon. D'ailleurs, à ce propos, dans la mythologie hindoue, les démons sont appelés Asura. À l'origine, il faisait partie du groupe des Devas, qui est le terme utilisé pour désigner les divinités dans l'hindouisme, mais ils vont progressivement s'en détacher et devenir leurs ennemis. Et au milieu de tout ça, on retrouve des êtres particuliers et essentiels à Shurato, les Hachibushu, qu'on retrouve principalement dans le bouddhisme, mais qui viennent de l'hindouisme. Et j'avoue que c'est pas le truc le plus compréhensible pour moi. Alors Hachibushu signifie 8 légions, 8 armées, ce sont les groupes de divinités qui ont pour objectif, normalement, de protéger le dharma, c'est-à-dire l'ordre naturel des choses. Ils sont d'origine hindoue, mais on les retrouve beaucoup dans le bouddhisme exotérique. Je vais vous les présenter tout en rappelant leur nom hindou et leur équivalent japonais. Attention, équivalent, pas traduction littérale pour certains. Les 8 catégories sont donc les Devas, les divinités dans l'hindouisme, Tenbu en japonais, les Nagas, les protecteurs des eaux, mi-humains, mi-serpents, qui sont associés parfois aux dragons, Ryu en japonais, mais c'est compliqué car parmi les 8, on retrouve aussi les Magoraga en japonais, dont il existe peu de descriptions, mais qui sont aussi assimilés à des dragons ou des gros serpents. Les deux sont cousins. On a ensuite les esprits de la nature, Yaksha ou Yasha en japonais, les Gandharva ou Kendatsuba en japonais, considérés comme les protecteurs des enfants, les Asuras, Ashura en japonais, les démons qui s'opposent généralement aux Devas, les Garuda ou Karura, qui sont des hommes-oiseaux, et enfin les Kinara, ils changent pas de nom, des musiciens célestes, mi-homme, mi-cheval, avec une sorte de corne pique au-dessus de la tête. Tous les termes que j'utilise quand vous connaissez Shurato doivent vous parler, on les retrouve, mais différemment, car à l'image de Senseiya de son hypermythe qui bouscule un peu la mythologie, même beaucoup, il existe un hypermythe Shurato mélangeant hindouisme et bouddhisme. En 1988, Tatsunoko, la société de production derrière Gatchaman ou Judo Boy, dont je viens de vous faire la rétro, rentre dans la danse des héros en armure. Elle charge alors Satoru Akaori pour imaginer le lore dans lequel va évoluer ces nouveaux héros. Akaori, romancier, qui est d'ailleurs l'auteur des romans issus de la série, est un élève de Takao Koyama, scénariste très célèbre qui vient de Senseiya et qui a été embauché par Tatsunoko pour scénariser Shurato. Donc c'est quand même du lourd. Par ailleurs, il se trouve que quelques années plus tôt est sorti un manga édité par la Shueisha intitulé Le Roi Pan, tournant autour du bouddhisme. Ça plaît beaucoup à Tatsunoko qui demande à Akaori de se baser sur cette œuvre. Du coup, Akaori achète un bouquin sur l'hindouisme et sur le bouddhisme et commence à réfléchir. Comme d'habitude, Bandai entre dans l'histoire et demande à ce que l'on intègre les Mini 4WD dans le lore. Les Mini 4WD sont des voitures de marque concurrente plutôt populaires et il fallait être sacrément innovant pour inclure cela dans l'univers de Shurato. Et c'est pour cela qu'une des formes de l'armure des héros est un véhicule. C'est parfaitement logique avec la thématique d'ailleurs. Bref, l'environnement est constitué, un manga est également pensé. Wikipédia nous explique qu'il est sorti dans le magazine Shonen King, mais je l'ai pas trouvé. Et puis bon, les dates sont pas bonnes non plus puisqu'il serait plutôt sorti fin décembre 1989, un petit peu après la série. Une autre source indique Weekly Shonen Comics, qui en fait a pris le relais de Shonen King. Il fera l'objet d'une publication ensuite en 2 volumes. Les illustrations sont l'œuvre de Hiroshi Kawamoto et la scénarisation est assurée par Todoroki Mihara. J'en connais aucun des deux. Globalement, l'histoire reprend celle de l'anime avec quelques petites différences et une intrigue qui s'exécute beaucoup plus rapidement. Le style est assez éloigné de la série originale, contrairement au deuxième manga, sorti en 90 avec Takeshi Misaki à la manœuvre. Scénario comme dessin est intitulé Tenkai Itan. Le synopsis est le même, mais c'est un one-shot et le style graphique est beaucoup plus fidèle au dessin animé, comme vous pouvez le voir. Et Black Box, remercions-les, a eu la bonne idée d'éditer les 3 tomes en français et ils sont encore disponibles. Outre les auteurs que je viens de citer, d'autres personnes sont derrière le dessin animé de 38 épisodes. Enfin, quand je dis 38, il y a eu 2 épisodes compilés à la fin. Par exemple, au scénario, on retrouve Masayoshi Sekishima, qui a aussi bossé sur Dragon Quest. Un des scénaristes, Toshiki Inoue, a quitté la série en cours de route pour travailler sur Ranma 1/2. La conception des personnages relève de Matsuri Okuda, que vous connaissez pour cet animé-là. Ou encore celui-ci. Les enfants ont tous dans le cœur, c'est pour ça qu'ils se déguisent avec des chiffons de couleur. Des séries très orientées shoujo. Et c'est pas pour rien que les personnages de Shurato, comme ceux des Samouraïs de l'Éternel, vont beaucoup plaire à la gente féminine. En Sakan, directeur d'animation, on retrouve Bara Nobuyoshi et Takami Akio.
Le premier est très connu dans l'industrie, on voit son nom sur Dan Cougar ou encore Mobile Suit Z Gundam. Il a même bossé dans le jeu vidéo avec l'excellent Killer 7. Quant au second, son nom est cité sur Cowboy Bebop ou encore Vision d'Escaflowne. Les armures sont l'œuvre du studio Amonité, alors je ne sais pas si cela se prononce ainsi, qui est un studio design qui appartenait à Tatsunoko. Il a été dissous juste après Shurato. Mais avant cela, il a bossé sur Sojourn Cross, la seconde série utilisée par les Américains pour créer Robotech. Plutôt bonne au début, la qualité de l'animation s'est progressivement dégradée en fin de série avec des mouvements de plus en plus saccadés. Ce syndrome appelé effondrement de l'animation n'est pas propre à Shurato. Hein. Il arrive que, passé la hype, certains animés voient leur production sous-traitée à des entreprises tiers et la qualité en souffre énormément. On appelle aussi ce syndrome Coconut Crab, en lien avec le titre d'un épisode de la série Lost Universe. Hélas, Shurato est souvent cité pour illustrer ce downgrade. Enfin, la BO est l'œuvre d'Hiroya Watanabe, qui signe le second opening, le premier, Shining Soul, que j'aime beaucoup, et de Yoshitaka Takezawa. Et le premier ending est de Takashi Kudo. Shurato arrive au Club Do en 1991 et la direction artistique du doublage revient à Philippe Auguste, un comédien que j'adore, voix de Capitaine Flamme, Ken le Survivant, et Patrick Dufy, mais qui ne porte pas l'animation japonaise dans son cœur, et cela va se ressentir. Car Shurato est une horreur du point de vue de la traduction et du manque de conviction certain des doubleurs. Et non, je ne dirais pas comédien de doublage pour une fois. Celui qui s'en tire le mieux, c'est Daniel Russo, qui avait aussi doublé Shin en son temps, et dans une moindre mesure, mais plus par sympathie, Thierry Redler, Marc dans Les filles d'à côté, et qui, je vous le rappelle, est la voix de Sangoku avant que l'excellent Patrick Borg ne reprenne la main. Mais vraiment, l'adaptation, je le redis, hein, c'est une catastrophe. Ils ont modifié la quasi-totalité des noms. Bon sang, je comprendrai jamais ce délire de modifier des noms pour d'autres noms qui n'ont aucun sens. Et en plus, là pour le coup, on perd les références à l'hindouisme et au bouddhisme. Je suis la déesse Kail. Pourquoi Kail à la place de Vishnu? Kail, c'est un prénom d'origine arabe qui veut dire calife. Pourquoi on garde pas le nom de la déesse Vishnu, qui a un sens mythologique dans ce récit? Tu t'adresses à Maître Argon, le commandant suprême de l'armée divine. Pourquoi on prend Argon pour nommer Indra, qui est également un dieu hindou? C'est pareil pour plein de noms. Mais vous imaginez 30 secondes si on avait traduit Senseiya de la même manière? Oh, ça horrible. Non, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Si tu retires la flèche, tu vas agrandir la plaie et tu perdras tout ton sang. Tiens, prends-la. Tu dois encore essayer de terrasser. Gérard, Bouchard. Ça n'aurait aucun sens. Prenons Cyrielle. En VO, elle s'appelle Lakshu. Et elle a un petit familier qui s'appelle Mi. Et les deux ensemble, cela forme Lakshmi, l'épouse de Vishnu. Et quand on sait qu'elle doit remplacer Vishnu dans la série, on comprend mieux ce choix. En français, on passe à côté de ça. Et ça, c'est sans compter sur les incohérences. Tenez, regardez dans cette séquence de l'épisode 9. Cyrielle dit qu'il ne faut pas qu'ils se battent car ils sont amis. Shurato, est-ce que ça va? Pourquoi tu as fait ça? Shurato était ton ami avant qu'on l'accuse de trahison. Mais non, ils sont pas amis, ils se connaissaient pas il y a 3 jours. En VO, il est dit qu'ils ne doivent pas se battre car ils sont tous les deux des guerriers Hashibushu, chargés de protéger le monde. Et regardez cette séquence. Il faut que tu apprennes à aimer et estimer tes condisciples, tu comprends? Oui, votre Altesse, mais j'ai pas tout compris. Ouais d'accord, t'as compris, mais t'as rien compris en fait. C'est n'importe quoi le dialogue. La série est remplie de séquences de cette nature, et je vous parle pas du moment où Philippe Auguste, qui faisait plusieurs voix, double 2 personnages qui s'affrontent. Ouais, je vous en parle pas, je vous le montre. C'est horrible. Tu devrais pourtant savoir que Shurato n'est pas un traître, toi qui le connais depuis l'enfance. Je ne veux pas discuter avec toi, prépare-toi à te battre. Vous voyez? Regardez l'épisode 11 où on a un flashback sur la transformation en statue de pierre de Vishnu. Mais que fais-tu, Argon? Tu es devenu fou? Si tu fais ça, tu courras vite à ta perte. La tonalité, les émotions transmises par la déesse. J'ai pas de mots en fait, c'est plat. Quand tu passes des Chevaliers du Zodiaque d'Éric Legrand... Le météore de Pégase! À ça, Tu iras en enfer pour m'avoir menti. la chute elle est terrible. Et même l'esprit de la série et son lore ne sont pas respectés. Tenez, regardez cet extrait ici. Shurato apprend qu'il est le successeur de Brahma. Le successeur de Braham, c'est toi, Shurato. Bon, je passe le fait que la VF l'a renommé Braham pour je ne sais quelle raison. Shurato plaisante sur le sujet et dit que c'est n'importe quoi, que c'est comme si Lakshu, Cyrielle,
était la déesse de la beauté. Et en VF, ils lui font dire ceci. C'est comme si vous me disiez que Cyrielle, en réalité, s'appelle Vénus. Bah voyons, pourquoi la nommer alors que la VO ne le fait pas? C'est d'ailleurs normal que la VO ne la nomme pas car la déesse de la beauté, dans la mythologie hindoue, c'est Lakshmi. En plus, on perd le sens de la petite pique de Shurato, car bien sûr, c'est ironique de sa part. Déjà, ils traduisent mal, mais en plus, ils font référence à d'autres religions qui n'ont pas lieu d'être. Vénus, c'est la mythologie romaine, un peu de bon sens. En fait, chaque épisode est réellement une purge. Il ne faut absolument pas la regarder en VF, cette série. Il faut la voir en VO, c'est essentiel. Mais bon, je vous avoue que parfois, la VO utilise tellement n'importe comment les noms de l'hindouisme que ça change pas grand chose par moment. Senseiya a certes son hypermythe, mais les grands principes sont conservés. Dans Shurato, l'hindouisme est souvent utilisé n'importe comment. Tenez, ici dans l'épisode 14, Shurato rencontre Sati, magnifiquement traduit par Catherine. Bon, et bien dans l'hindouisme, Sati c'est la première femme de Shiva réincarnée en Parvati. Rien à voir ici. Quant au générique, c'est pour moi le pire de ce que peut produire AB. Vite fait, mal fait. Autant sur les samouraïs de l'éternel c'était pas mal, même bien. Mais là c'est un blasphème. Hey, pourquoi on m'entend pas là? Parce que t'as pas mis le jingle anecdote. Ok, d'accord, jingle. Donc pour l'anecdote, sachez que les 4 derniers épisodes n'ont pas été diffusés à l'époque, mais ils n'en valent vraiment pas la peine. Il y a 10 000 ans, la déesse Vishnu, gardienne d'une Tenkukai, la sphère céleste, repousse les méchants Asuras, dirigés par le dieu Shiva. Mais pas de chance, ils reviennent tous les 10 000 ans pour venir envahir le Tenkukai. C'est pas grave, on retrouve Shurato et Gei qui sont des ados du monde des humains, fans de karaté, mais ils sont téléportés, enfin, transmigré dans la sphère céleste. Shurato apprend qu'il est l'un des 8 guerriers sacrés, un Ashibushu, et qu'il doit mettre fin à cette terrible guerre. Quant à son pote Gei, il rejoint les forces du mal. Alors à l'origine, les 8 guerriers devaient venir du Japon en même temps, mais finalement, l'idée a été abandonnée. Immédiatement après son arrivée, Indra, le roi du tonnerre, transforme Vishnu en statue de pierre et s'empare du pouvoir. Il convainc alors les Ashibushu que Shurato et Hyuga sont des traîtres. Les deux sont transportés avec Lakshu à l'autre bout du royaume et entreprennent alors de sauver Vishnu tout en affrontant les autres guerriers qui progressivement changeront de camp. C'est dans les premiers épisodes que le spectateur va prendre connaissance de 2 points essentiels de Shurato, les armures et l'énergie spirituelle. Les armures s'appellent des Shakti, je vous en ai parlé en intro, ça signifie puissance ou pouvoir en sanskrit. En plus de sa forme armure, la Shakti a aussi 2 autres formes. La première appelée Veda et la forme objet qui représente l'animal totémique du guerrier. La deuxième forme est la Valuda, c'est une Veda mais plus grande pour servir de moyen de transport, tel un overboard. Pour revêtir sa Shakti, le héros prononce 3 mots, Home, le nom de sa Shakti est Sowaka. L'énergie s'appelle ici Soma, ou Manta en français, c'est l'équivalent du cosmos dans Senseiya. Elle est nécessaire pour lancer des attaques. Je suis le plus fort, je te vaincrai parce que j'en ai la volonté et l'énergie. Ça y est, tu as éveillé ton mental. Hein? Bon sang, mais c'est aussi simple que ça en fait. Ok, on bouge pas. Oh punaise! Ça marche! Il existe également un soma noir qui est l'énergie issue d'émotions négatives. Les personnes perverties par le soma noir deviennent brutales et c'est évidemment l'apanage de Shiva. Mais revenons à notre histoire. Car hélas, sans la protection de Vishnu, le royaume céleste s'effondre et risque d'emporter avec lui le monde des humains. Nos amis se dirigent donc vers les 4 sanctuaires pour briser le sceau de la porte qui leur permettra d'atteindre le palais de Vishnu. Il faudra pour cela affronter les 4 autres Ashibushu qui gardent chacun un sanctuaire. Les héros gagnent, les guerriers trompés s'éteignent, et le dernier combat voit Gei subir une cuisante défaite avant de se faire rappeler au palais par Indra. Shurato finit par briser le dernier sceau pour ouvrir la porte vers le grand palais. De son côté, Indra libère un trio de guerriers maléfiques, Akalanata, Trilo et Kundali. Shurato perd la mémoire avant de la retrouver, il constate l'influence du Tenkukai sur le monde humain, il finit par affronter Akalanata, le combat est dur, mais c'est à ce moment-là que Ryoma, le roi dragon,
grâce à la mémoire de sa Shakti, se rappelle du point faible à la poitrine du terrible méchant. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Comment as-tu découvert mon secret? Je ne comprends pas. J'ai juste analysé le dernier combat qu'on a fait. Cette fois, c'est moi le plus fort. Dragon de feu, dirige tes flammes vers Kalan. Bon, après cette victoire, nos héros rejoignent le palais, mais sont de nouveau confrontés aux Ashibushu qu'ils pensaient avoir vaincus. On apprend alors que ce sont des faux créés par Indra, ils seront vaincus, et nos héros, Shurato et Hyuga, affrontent Indra qui les envoie dans une autre dimension. Ça aussi, ça me rappelle quelque chose. Donc Gai réapparaît et tue Hyuga. Honoré. Je compte sur toi. Ne t'en vas pas. Shurato est alors contraint de combattre son ancien ami jusqu'à la mort. Gai mort, la pétrification est annulée, Vishnu restaure le monde céleste et ressuscite les Ashibushu morts au combat. Que la vie retrouve ses droits, reprenne cours pour chacun et chaque chose. J'étais blessée, je ne le suis plus. Vous êtes vivants tous les deux. C'est à ce moment-là que Shiva apparaît. Pour le combat, Vishnu demande à ses alliés de rechercher l'armure sacrée de Brahma, le dieu de la création, qui se trouve sur le mont Shumisen. La Shakti, hein, pas le dieu. Par la même occasion, on découvre que Shurato est son successeur. Du dieu, hein, pas de la Shakti. Suivez un petit peu quand même. Bref, Shiva ordonne à Gai, qui n'était pas mort, de retrouver l'armure de Brahma, et à partir de là, il y aura encore des combats entre les deux camps. Gai retrouve l'armure en premier, mais elle le rejette, il faut le soma, enfin, le manta de Lakshu, pour réveiller l'armure. Gai, par ses fourberies de méchant, arrive à l'obtenir pour enfiler l'armure suprême. Mais elle finit par l'abandonner pour rejoindre Shurato. Le hasard fait bien les choses. Pendant ce temps, Vishnu se bat contre le soma noir libéré par Shiva et disparaît. Ne nous laissez pas! Shurato retrouve Gai sur son chemin et Shiva finit par expliquer les raisons du changement d'attitude de Gai. Il y a 10 000 ans, Shiva avait perverti avec le soma noir l'ancêtre de Gai pour que ce dernier s'éveille dans le camp des méchants. C'est une longue histoire. Ça remonte à l'époque où toi et Nordine avaient été choisis pour être les successeurs de Brahm. Alors j'ai décidé de placer une graine d'esprit du mal dans le corps de Nordine. Je savais que grâce à lui, je finirais par sortir de ma prison et par me venger. Du coup, Shurato retravaille son discours et dit 2-3 mots à son pote et bam! Il se libère du soma noir. Par moralité, Shiva aurait mieux fait de fermer sa gueule. Shiva affronte alors Shurato et Gai, ce dernier se sacrifie comme tout bon ancien méchant reconverti. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Et notre héros finit par battre le dieu de la destruction, la paix de retour. Mais c'est pas fini, car un saut terrible d'Indra se rompt pour déverser sur le monde céleste l'eau perdue. Gai apparaît, tel Obi-Wan Kenobi, pour conseiller à Shurato de libérer le soma au fond de son cœur et purifier l'eau. Mais Shurato devient à son tour perverti par le soma noir qui réside en chaque être, et alors qu'on pensait qu'on allait repartir pour un arc terrible avec le héros devenu méchant, ce qui aurait été particulièrement original, Lakshu pousse un cri et Shurato reprend ses esprits. Fin de la série. Le dernier arc aura duré 2 épisodes. Bon, je vais pas vous faire tous les personnages, il y en a pas mal et vous en avez découvert quelques-uns dans le résumé. Ce qui me paraissait le plus intéressant, c'était de revenir sur les 8 guerriers sacrés, les Ashibushu. Ensemble, ils ont aussi accès à une technique surpuissante appelée Mandala, qui combine les somas de chacun pour déclencher une attaque dévastatrice. Il faut être minimum 3 pour l'utiliser, ça vous rappelle un peu l'Athéna Exclamation. Dans l'anime, elle apparaît dans l'épisode 13 et est utilisée par 4 Ashibushu. Il existe d'autres types de Mandala, mais ils n'apparaissent que dans les romans. Évidemment, plus il y a de guerriers, plus c'est puissant. Chacun des guerriers sacrés porte un nom en lien avec les Ashibushu que j'ai évoqué un peu plus haut, évidemment dans leur version japonaise, pas hindoue. Héros de l'histoire, c'est le roi des lions, fonceur, têtu, colérique, il est le successeur de Brahma, sa Shakti est blanche et utilise des techniques de lumière. Son arme est un Vajra, ce qui est marrant car le Vajra est un symbole rituel appartenant
Indra, et qui représente la foudre. Bon, les auteurs ne sont pas à une bizarrerie près, car son nom de guerrier, Shura-O, vient de Ashura, la légion qui s'oppose aux Devas. Gaë est le roi des loups, et l'ami et l'antagoniste principal de Shurato. Normalement, c'est quelqu'un de calme et réfléchi, qui n'aime pas se battre. Perverti par le soma noir de Shiva, il devient tout le contraire. Il utilise des techniques de vent, son arme est l'épée, et son nom de guerrier est Yasha-O, qui vient donc de la légion Yasha, les esprits démoniaques, ceux qui collent plutôt bien au personnage. Raiga est le roi des Garuda. Plutôt nonchalant, c'est quelqu'un à la fois de sage et comique. Son nom de guerrier est Karura-O, qui évidemment vient du groupe des Garuda, ou Karura en japonais. C'est le seul guerrier à pouvoir voler et utilise des plumes pour se battre ainsi qu'un anneau d'or. Alors Yuga, et non pas Yoga, est le guerrier le plus fidèle à Vishnu. C'est le roi des tigres et son arme est une sorte de Sensetsukon, mais à 5 sections. Qui pour rappel, le Sensetsukon est un nunchaku à 3 sections comme dans les armes de la balance. Il porte le nom de guerrier de Ten-O, ce qui correspond à Tengu, le terme pour désigner le groupe des Devas. Et c'est finalement logique que le plus fidèle guerrier de Vishnu porte ce nom. Ryoma est le roi dragon, meilleur ami de Yuga. Comme c'est un dragon, forcément il utilise des techniques exploitant le feu. Il se bat avec une lance et il est particulièrement costaud. Son nom de Ryu-O est lié au Nagas, Ryu étant l'équivalent japonais, même si cela ne signifie pas exactement la même chose. La seule fille du groupe s'appelle Renge, courageuse et loyale, elle vouait une sorte d'amour secret au méchant Indra. Son armure à la licorne, pour emblème, et son nom de guerrière, Nara-O, ne viendrait pas de Naga, puisque ça c'est pour Ryoma, mais de Kinara, qui sont des êtres mi-chevaux, mi-hommes, souvent représentés avec un casque, muni d'une sorte de corne dessus, comme je vous le disais en intro. Elle se bat avec un fouet et même des shurikens. Alors, petite anecdote comme ça, il y a énormément de points communs entre Shurato, les samouraïs de l'éternel et les chevaliers du zodiaque. Mais il y en a un qui m'amuse beaucoup, c'est que dans les 3 œuvres, à un moment, il y a un des guerriers héros qui est prisonnier dans un bloc de glace. Renge dans Shurato, comme vous le voyez à l'instant, Yoga bien évidemment dans 2 épisodes mythiques, et enfin Date Seiji dans les samouraïs de l'éternel. Et l'autre particularité, c'est que parmi ces 3 héros, il y en a 2 qui se libèrent tout seuls, Yoga et Date Seiji, puis il y en a une, Renge, qui a besoin de Vishnu pour se libérer. Comme quoi, finalement, c'est les hommes qui se débrouillent le mieux. Hein. Vient ensuite Dan, un bon gros balai, son emblème est le rhinocéros et il n'est pas du tout usurpé. C'est la brutasse du groupe, plutôt belliqueux, il aime se battre et sa nature colérique le rend assez proche de Shurato. Il utilise des techniques liées à la terre et son arme est une arme de bourrin, une hache. Son nom guerrier est Iba-O, et son rattachement à la légion Ashibushu n'est pas évident. Par élimination, ce seraient les Magoragas, mais je ne suis pas vraiment convaincu. Ou du moins, j'ai pas trouvé d'explication claire sur le sujet. Enfin, il y a Kuya, plutôt poli et calme, je dirais même effacé. C'est un gars vraiment très gentil et coincé, il faut le dire. Il a une forte capacité de concentration, c'est un sage qui enseigne aux enfants. Son animal est le buffle, et il a une arme en forme de disque. Son nom de guerrier est Dapa-O. Et si vous avez bien écouté le début, vous savez qu'il y a un groupe parmi les Ashibushu qui protège les enfants, les Kendatsuba. Voilà, c'est son groupe de rattachement. Bien sûr, il y a d'autres combattants possédant ou non des Shakti. Par exemple, une Shakti était prévue pour l'Akshu, celle du lynx. Et au début de la série apparaît Marichi, qui est très apprécié et qui dispose d'une Shakti de panthère. Comme beaucoup d'animés, Shurato a eu le droit à des OAV. 2 pour être précis, comportant chacun 6 épisodes. Le premier, intitulé Tenkukai Memorials, est complètement inédit chez nous. J'ai tellement eu du mal à trouver quoi que ce soit que j'ai cru que c'était une simple compilation des moments de l'animé, comme l'épisode 39 et 40, eux aussi inédits. J'ai même fait une recherche ChatGPT qui m'a raconté n'importe quoi, comme quoi l'IA c'est pas si bien que ça. Malgré cela, j'avais les titres des OAV et on pouvait supposer que c'était des histoires originales. D'ailleurs, je vous les donne pour que vous les constatiez par vous-même. Voilà, ça me paraît assez évident. Pas vous? Ça vous parle pas? Bah, je comprends. Heureusement, grâce à un appel lancé sur Facebook, j'ai eu mes réponses. Je remercie donc Yann Kuza qui m'a grandement aidé en me permettant d'accéder à ces fameuses OAV. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ce passionné dispose d'une chaîne YouTube dédiée à City Hunter que je vous conseille et qu'il vient de lancer une nouvelle chaîne appelée RetroViewers. Je mets le lien dans la description et je vous les conseille. Donc Yann est venu confirmer le sens de ces titres en me fournissant un petit résumé. Cette série d'OAV est une relecture de la série initiale, mais avec une animation parfois différente,
Vous voyez par exemple ici le combat entre Indra, Shurato et Hyuga. De ce que j'ai pu en comprendre grâce à Yann, ces OAV alternent instant dramatique et comique. Et ces OAV mettent l'accent sur les Zashibushu, avec une narration plus introspective parfois, commentée par Shurato. Hélas, je n'ai pas pu l'avoir dans une version traduite et mon japonais étant ce qu'il est, vous comprendrez que je ne peux vous détailler ces épisodes. La seconde série d'OAV s'intitule Shurato Susei Eno Hantu, que l'on peut traduire par le combat pour la création. C'est une suite de la série. Lakshu, qui remplace Vishnu, détecte une nouvelle forme de soma. Nos héros sont missionnés pour enquêter à propos d'un mystérieux soma rouge. Nos héros, qui dans cette série d'OAV, vivent de petits boulots comme comédiens dans le monde du spectacle. Shurato et Gei ont été effacés de la mémoire des humains, mais cela n'empêche pas ce brave Shurato de prendre du bon temps avec la sœur de Gei, Mina. Un étrange blond débarque alors, et il s'avère qu'il s'agit du dieu de l'harmonie qui veut tuer les Zashibushu restants. Mais il est quand même un peu sympa, car il ressuscite Gei pour l'aider dans sa quête. Bon, au final, on se rendra compte qu'il est manipulé par quelqu'un d'autre, et nos héros l'emporteront. La personne qui est derrière tout ça, c'est Mina. Merci de rien. Cette série clôture l'œuvre et franchement, c'est vraiment pas fou, hein. Le scénario est intéressant, il y a même de bonnes idées, mais c'est surtout l'animation qui ne va pas. On voit qu'on tire sur la corde, et même le chara design, des fois, je n'ai vraiment pas l'impression de retrouver Shurato. Je trouve pas ça terrible, voilà, c'est dit, ce n'est évidemment que mon avis, d'autres ont apprécié. A noter que les OAV sont présents dans la Memorial Box Blu-ray sortie en début d'année, mais pas de date pour la France. Alors je vais pas y aller par quatre chemins. Shurato est une bonne série, mais il faut absolument la voir en VO, car l'adaptation française est désastreuse. On se plaignait déjà à l'époque de Hokuto no Ken, mais au moins il y avait un côté délire qui a marqué les esprits. Ici, c'est juste médiocre en fait, affligeant. On passe à côté de beaucoup trop de choses concernant un environnement mythologique méconnu et déjà très complexe. Graphiquement, c'était plutôt correct et très bien designé, même si, comme je vous l'ai dit, ça va vite partir en vrille dans la deuxième partie. Le monde créé avec ces terres qui volent est vraiment chouette et bien pensé. C'est beau, le design des armures est sympa, la séquence de transformation où le héros s'élève dans le ciel, symbolisant l'élévation spirituelle, est top. C'est une série qui a clairement des arguments. Elle arrive à mettre en avant plein de personnages différents et intéressants, même si cela reste très manichéen. Le hic, c'est que la série, arrivée à sa seconde moitié, va vite s'essouffler. Le premier arc est intéressant et bien construit, même si on voit bien que le scénariste a bossé sur Senseiya. Bah oui, le coup du héros qui a voulu intenter à la vie de la déesse alors qu'en fait le méchant c'est celui qu'on pensait digne de confiance et qui trompe les plus puissants chevaliers pour taper nos héros, bah c'est l'histoire d'Athéna, du grand pop, des chevaliers d'or et des chevaliers de bronze. D'ailleurs, je trouve que Shurato est bien plus proche de Senseiya que ne le sont les samouraïs de l'éternel. Mais bon, cette première partie est bonne, contrairement à la suite. En outre, il y a vraiment des facilités scénaristiques qui me hérissent le poil. À commencer par le pouvoir Reset de Vishnu. Elle peut ressusciter tout le monde et réparer instantanément toutes les armures. Bon, cela étant, cela permet de réunir à nouveau tout le monde pour se lancer dans un nouvel arc, car au final, elle ne l'utilise qu'une fois ce pouvoir, puisqu'elle passe la plupart de son temps sous forme de pierre, et après elle meurt. La BO est très bonne, même si elle n'égale pas celle de Senseiya, et reste à mon sens en deçà de celle des samouraïs. Cela étant, la série ne se contente pas de copier ses prédécesseuses, on pourrait penser que c'est un savant mélange des chevaliers et des samouraïs, mais que nenni! C'est une œuvre qui a une âme et un style, d'ailleurs cela n'a l'air de rien, mais elle casse le concept des 5 héros empruntés au Super Sentai. Les Zashibushu sont 8, et au début on suit 4 héros. Bref, c'est une série intéressante, qui emprunte sa propre voie, mais qui malheureusement a fortement souffert de son downgrade énorme en matière d'animation, et en France, d'une VF calamiteuse avec une diffusion assez peu propice au succès. Le collectif Clamp, qui est notamment derrière Sakura, a créé des illustrations pour la BO de Shurato, que vous pouvez voir, et le collectif est également à l'origine d'un manga RG Veda basé sur la mythologie indienne, sorte d'hommage à Shurato. Alors Shurato a eu le droit à ses jouets évidemment, mais ils ne furent pas très nombreux. Bandai a sorti des modèles en plastique, 4 pour être précis, Shurato, Gei, Hyuga et Ryuma. Les autres étaient prévus, mais ne furent pas sortis. Il y avait aussi la possibilité de poser l'armure sur un véhicule de Bandai reprenant le châssis Hyper Racer 4WD vendu séparément. Plus récemment, Yolo Park a proposé un Shurato en mode model kit, c'était en 2024 et il a l'air pas mal fait. Entièrement articulé, à voir s'il y en aura d'autres. Au-delà des jouets, il y a eu pas mal de CD évidemment et des romans, je vous l'ai dit en intro.
Je ne les ai pas lus, mais il y en a plusieurs qui ont énormément apporté sur le lore de cet univers en ramenant pas mal d'éléments mythologiques supplémentaires. Ce qui fait qu'au-delà de nos contrées, Shurato est un univers assez riche qui mériterait, peut-être, de se replonger dedans. Enfin, pour les 35 ans de la série, est sortie une Memorial Box intégrant les OAV. J'ai vu la jaquette, j'ai vu le contenu, cette box est magnifique. Les Blu-ray parés de blanc sont sublimes, il y a un artbook, aucune info sur une sortie française, j'y crois pas d'ailleurs. Et là aussi, Yann Cousa m'a aidé puisqu'il m'a fourni les éléments graphiques que vous avez pu voir. Merci à lui pour m'avoir permis de partager ce superbe coffret. J'en ai fini avec Shurato, prenez soin de vous, lisez des mangas, salut!